7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Le 7 mars, la Turquie et la Somalie ont conclu un accord intergouvernemental sur les hydrocarbures, un mois après la signature d'un protocole de défense commune entre les deux pays. Cet accord bilatéral doit permettre à la Turquie de développer les ressources de la Somalie qui disposerait d'au moins 30 milliards de barils de réserves de pétrole et de gaz. Le renforcement des liens entre Turquie et Somalie confirme les ambitions d'Ankara de réinscrire l'État turc sur la grande carte du monde. État membre de l'OTAN, la Turquie d'Erdogan développe à toute vitesse son industrie de l'armement, ses partenariats économiques et militaires, son programme spatial et son influence diplomatique. Ankara mène ainsi une politique extérieure opportuniste dans laquelle les intérêts nationaux priment, avec pour but assumé de devenir une puissance de premier plan sur la scène internationale. Pour décrypter cette politique turque et sa stratégie d'influence, nous recevons ce matin Anna Pouvreau, géopolitologue, spécialiste des mondes russes et turcs, docteur en lettres de l'Université de Paris 4 Sorbonne et diplômée de Boston University en relations internationales et études stratégiques. Bonjour Anna Pouvreau. Alors, on ne vous entend pas, mais j'ai vu que vous m'aviez répondu. C'est bon. Bonjour. Et puis nous recevons également Pierre Derbès, diplômé de la Sorbonne Paris 4 et de l'École de guerre économique. Pierre Derbès est un expert en intelligence économique spécialisé en défense et sécurité internationale. Bonjour Pierre Derbès. Bonjour. Alors pour commencer, en quoi consistent donc ces nouveaux accords entre Ankara et Mogadiscio ? Qu'est-ce qu'ils représentent, Pierre Derbès ? En fait, ces accords sont dans la lignée, comment dirais-je, des relations étroites entre les deux pays, relations économiques, de défense, stratégiques. Le pays contient à Mogadiscio la plus grosse base turque à l'étranger. C'est comme qui dirait le socle de la puissance et de l'influence turque dans la corne de l'Afrique. Et elle, par tous ces aspects, elle symbolise la projection de puissance turque en Afrique et ailleurs. Et d'ailleurs, il n'y a pas de grands dossiers en Afrique, parce que la corne de l'Afrique est son point d'influence le plus important, mais vous n'avez pas un point chaud en Afrique où les Turcs ne soient présents, que ce soit dans le Sahel, donc au Sahel occidental, que ce soit au Soudan également, plus indirectement, en Libye, etc. La Turquie est extrêmement proactive, et la Somalie est son point d'ancrage principal. Ce qui d'ailleurs la met en porte-à-faux, pas uniquement avec la France, mais aussi avec d'autres puissances comme les Émirats arabes unis, qui sont également un nouvel entrant. Alors pourquoi avoir choisi la Somalie justement comme place stratégique ? Quels sont les atouts de la Somalie ? Les atouts, c'est avant tout déjà hydrocarbures. Comme vous l'avez dit au début, c'est un pays qui contient des ressources naturelles extrêmement fortes. C'est également une façade, sur l'océan Indien, avec des capacités portuaires, avec la compétition portuaire africaine. Même si là, effectivement, les Émirats arabes unis sont par exemple beaucoup mieux positionnés via le port de Berbera au Somaliland et via leur partenariat avec l'Éthiopie, ce qui n'empêche pas la Turquie d'essayer de capter également ces marchés. Voilà, vous avez également un impératif d'influence et de développement, etc., etc. Est-ce que vous pensez que la Turquie a la volonté de développer une sorte de soft power ? On voit qu'ils sont très impliqués dans les constructions, dans l'armement, mais aussi dans l'éducation, par exemple. Alors, très clairement, on peut même dire que le soft power religieux de la Turquie accompagne de manière très articulée ces opérations d'influence plus classiques. Par exemple, ces transferts d'armement qui vont impliquer notamment sur le volet formation leur société militaire privée Sadat, ce qui s'articule avec le combat culturel musulman inspiré du frérisme, qui sont la source de la politique étrangère, une des sources de politique étrangère turque. Et Sadat, justement, nourrit également des liens religieux de ce type-là. Et la Turquie, les écoles coraniques et madrasas se sont multipliées dans le Sahel. Pour la Turquie, il n'y a pas d'influence en termes de hard power, comme on dit, qui ne s'accompagne d'une influence religieuse. Ce qui la met en compétition, là encore, avec des pays résolument antifréristes, comme les Émirats arabes unis, comme le Maroc également. Même si de fait, ils n'ont pas non plus
un terrain non plus particulièrement favorable, dans la mesure où on est encore sur des pays qui professent un islam confrérique, qui n'est pas nécessairement le plus ouvert, en tout cas en première instance, à l'islam frériste. Mais oui, de fait, le soft power turc s'accompagne notamment en Afrique d'une offensive religieuse musulmane. Même si après dans d'autres régions du monde ce sera un petit peu différent, il y aura effectivement ce volet islamique, mais vous aurez également là plutôt un volet plutôt pan-turc qui sera plus développé dans les pays où c'est plus cohérent, notamment en Asie centrale. Il y a beaucoup de pays qui tentent de s'implanter aujourd'hui en Afrique. Finalement, la Turquie s'impose juste sur une scène qui sera peut-être un des plus gros enjeux des années à venir. Dans le même temps, la France, elle, perd de plus en plus son influence. On se retire de plus en plus des pays africains. Est-ce que vous pensez que nous pourrions regretter cette situation à l'avenir ? Alors, deux choses. Oui, la Turquie est un nouvel entrant fracassant, dont la diplomatie religieuse, militaire s'étend de plus en plus, même si en valeur absolue, il ne faudrait pas non plus trop la surestimer. Non pas qu'il faille sous-estimer leur percée, car elle est réelle, et si elle se poursuit, elle pourrait être extrêmement affaiblissante pour nous. Maintenant, pour autant dire que la France est en retrait en Afrique, je vais modérer ça. Oui, la France a perdu de l'influence, notamment dans le Sahel. Ça ne signifie pas que la France n'est pas toujours un partenaire militaire, notamment demandé et réellement voulu par de nombreux partenaires. Je veux dire, on continue à signer des partenariats au Nigeria, au Bénin, des choses sont en cours en Angola. On a également un partenariat militaire suspendu avec l'Éthiopie. Bref, dans le golfe de Guinée, au Maghreb, notamment le Maroc, même si les choses ont été un peu plus difficiles ces temps-là. En Afrique centrale, au contraire, l'influence de la France, comment dirais-je, est encore présente. Maintenant, le vrai problème de la France, et c'est là où on est perçu comme un acteur qui est affaibli, car effectivement, certes, sur certains points, nous sommes affaiblis. C'est effectivement des problèmes de perception d'attraction, et deux, un problème de conduite qui fait que les objectifs stratégiques de la France ne sont pas clairs, surtout pour ses dirigeants, ce qui nous empêche d'avoir une projection qui est réelle. Vous allez avoir des pays comme la Turquie, comme la Chine, comme les Émirats arabes unis, comme d'autres, qui se sont dotés d'objectifs clairs et dont la stratégie est cohérente. La stratégie française, même si elle commence un petit peu à s'affiner, vous avez récemment le SEMA, le général Burkhardt, qui dans son audition a tracé quelques lignes de ce point de vue-là. Et le président Macron, qui est beaucoup moins clair là-dessus. Mais oui, le problème de la France, c'est qu'on a l'impression d'une avancée en ordre un petit peu dispersé. On va revenir là-dessus dans un instant. Il est 8h01 maintenant. C'est l'heure du bulletin d'actualité avec Adèle Rosner. On vous retrouve tous les deux. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Alors on avait quitté Pierre Derbès qui faisait le point sur la présence de la Turquie en Afrique et nous réouvrons cette table ronde avec Anna Pouvreau cette fois-ci, puisque la Turquie ne tente pas seulement de s'imposer sur la scène africaine, en Europe aussi. Le président Erdogan s'est affirmé comme un acteur incontournable, notamment dans le conflit ukrainien. Alors avant d'aborder sa position actuelle, Anna Pouvreau, pourriez-vous nous récapituler l'évolution de la position turque dans le conflit ces dernières années ? Alors, dès l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, la Turquie a fermement condamné la Russie et a réitéré son souhait de protéger l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Alors, il faut savoir que depuis 2010, un partenariat stratégique lie l'Ukraine et la Turquie, notamment en matière de coopération d'armement. D'autre part, la Turquie a des intérêts en Ukraine, dans ce qui était l'Ukraine, c'est-à-dire en Crimée, pour la protection des Tatars, donc un peuple turcophone. Et encore récemment, il y a quelques jours, la Turquie a réaffirmé son soutien
à l'Ukraine sa condamnation d'annexion de la Crimée par la Russie en mars 2014. Et donc, si des pourparlers de paix avaient à nouveau lieu, il faut savoir donc que la Turquie n'accepterait pas cette annexion russe de la Crimée. Malgré tout, donc, il y a une semaine, le président turc a affirmé vouloir organiser sur son sol un grand sommet pour la paix dans la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie. Est-ce que vous pensez que la Turquie est capable de se poser en médiateur alors que finalement, elle a l'air d'être quand même assez tranchée sur la question et plutôt en faveur de l'Ukraine ? Voilà. Alors en fait, la Turquie entretient un partenariat stratégique avec l'Ukraine, mais également des relations très fortes avec la Russie. Donc la Turquie, qui est membre de l'OTAN depuis 1952, a tenté, depuis l'arrivée au pouvoir d'Erdogan, donc à partir des élections de novembre 2002, donc depuis une vingtaine d'années, de diversifier ses relations sur la scène internationale, et notamment en renforçant ses relations avec la Russie. Donc, dans plusieurs domaines, notamment le domaine énergétique. Et donc, elle entretient de très bonnes relations avec la Russie et avec l'Ukraine. Elle a notamment contribué à des victoires ukrainiennes, donc sur le théâtre de guerre, en livrant ses drones très efficaces Bayraktar qui ont déjà fait leurs preuves en Libye, au Karabakh, en Syrie. Voilà, donc la Turquie a beaucoup aidé l'Ukraine. Donc elle a condamné dès le début l'invasion russe et on était à deux doigts d'un accord et donc du retour de la paix dès mars 2022. Et récemment, donc, des révélations ont fait état du torpillage de ces accords. Donc, il y avait eu toute une série de négociations sur le sol turc entre l'Ukraine et la Russie. Et donc, en mars-avril 2022, ces accords ont été torpillés, notamment par la venue de Boris Johnson. Tout cela est tombé à l'eau. Ensuite, en juillet 2022, c'est la signature de l'accord céréalier, donc l'initiative céréalière de la mer Noire, qui a été une réussite, puisque l'Ukraine est parvenue, grâce à la Turquie, grâce au rôle de médiatrice de la Turquie, à exporter plus de 30 millions de tonnes de céréales, mais pas que, donc il y a aussi des denrées alimentaires et des engrais. En juillet, un an plus tard, c'est vrai que ça n'a pas été tant que ça une réussite, donc le renouvellement de ces accords. Mais on voit à quel point, même si Erdogan est un négociateur chevronné et qu'il y a une réelle détermination et volonté de la Turquie à jouer ce rôle de médiateur dans le conflit en Ukraine, à quel point Erdogan est dépassé par l'idéologie qui est derrière ce conflit russo-ukrainien, et notamment dépassé par la force de cette idéologie néoconservatrice américaine, qui est contestée par une partie du peuple américain, et qui s'inscrit dans la lignée de ce que le stratège américain Zbigniew Brzezinski donc avait promu dans son livre clé, dans son livre phare, Le Grand Échiquier, l'Amérique et le reste du monde, en 1997. Alors, Brzezinski est décédé, il était né en 1928, et il est vraiment l'idéologue derrière cette idéologie qui est très puissante et qui dépasse en fait les volontés des diplomates les plus chevronnés. Est-ce que vous pensez que sans cette idéologie poussée par les Américains, Erdogan aurait pu effectivement être la clé de résolution de ce conflit ? Oui, je pense que oui.
Mais donc cette idéologie, c'est une idéologie qui vise à maintenir par tous les moyens l'hégémonie américaine sur ce que Brzezinski appelle la masse eurasiatique, c'est-à-dire la masse continentale qui s'étend de Brest en France jusqu'à Vladivostok. Et pour cela, il faut empêcher la jonction entre la Russie et une puissance européenne telle que la France ou l'Allemagne. Il faut diviser le continent eurasiatique et même encore plus fort, il faut démembrer la Russie et en fait la réduire à néant. En fait. Voilà, donc c'est cette idéologie qui a été donc qui est incarnée là par cet ouvrage qui est très important et qui s'est renforcé, qui a inspiré l'agenda 2030 de l'OTAN, qui inspire nos dirigeants européens et qui finalement va s'avérer suicidaire pour les Européens. Il m'avait semblé que c'est l'invasion de l'Ukraine qui a regonflé la légitimité de l'OTAN et pas les Américains. Bon, passons, je veux dire, manifestement d'ailleurs, le soutien et la fidélité américaine à l'Ukraine d'ailleurs, et pour l'instant est entre guillemets, ce qui va peut-être relativiser en partie une influence potentielle des néoconservateurs. Que les Américains aient intérêt à ce conflit, oui, ça c'est certain, qu'ils en soient les marionnettistes. Bon, ça, j'en suis pas sûr. Je crois que cette guerre était voulue par la Russie. Elle a dépassé ses forces. Elle en porte aussi la responsabilité. Concernant l'impuissance d'Erdogan face aux néoconservateurs, enfin, je pense que Erdogan est un nationaliste qui mène une politique turco-turque et qui utilise des leviers quand ça l'arrange. Justement, cette guerre lui va très bien. Cette guerre lui permet de développer l'image de sa BITD, notamment via les drones Bayraktar. Donc, qui ne sont pas des drones de très haute technologie, mais qui sont des drones rustiques, pas très chers, bien maîtrisés et qui sont assez efficaces. Derrière, Erdogan aussi aide la Russie à contourner les sanctions internationales, notamment sur le plan du gaz, mais sur d'autres types de produits. Au contraire, ce conflit a contribué à mettre la Turquie sur le devant de la scène, à en faire un médiateur, un intermédiaire de rang international. Ce conflit, et surtout s'il dure, profite de fait à la Turquie. La Turquie n'a que faire de l'OTAN. La Turquie menace des membres de l'OTAN de leur intégrité territoriale concernant la Grèce, par exemple, voire même carrément Chypre, qui est un membre de l'Union européenne. La Turquie s'est montrée extrêmement agressive vis-à-vis de la France, qui s'est positionnée comme un allié et un défenseur de ces pays-là, notamment la Grèce, jusqu'à ce qu'une de ses frégates soit illuminée, ce qui est un casus belli. Non, la Turquie poursuit un programme d'accroissement de puissance, un programme qui est destiné de manière tout à fait assumée à en faire un acteur international majeur. Et dans ce cadre-là, je veux dire, la vie des néoconservateurs lui importe peu. D'ailleurs, il y a quelques années, alors ça s'est résolu, alors pas en défaveur de la Turquie, certes, mais leur velléité d'achat de matériel de systèmes anti-aériens russes S-400 a provoqué l'ire de Washington. Alors, ils ont reculé depuis, mais ce simple mouvement montrait que la Turquie a une politique d'équilibre et pas d'alignement sur tel ou tel camp. Alors ça, oui, ça a été dit. Maintenant, comment dirais-je, elle s'accommode très bien de ce conflit. Actuellement, elle est en cours de débat. Elle dispose des usines sur le territoire ukrainien. Elle en avait déjà. Elle développe un avion. Son futur avion de chasse en coopération avec l'Ukraine. Elle arrive à garder de bonnes relations en même temps avec la Russie. Sa position, est plutôt avantageuse. Est-ce que ça en fait un allié fiable pour les pays européens ? Non. D'ailleurs, elle a démontré maintenant avec l'Ukraine et la Russie, mais aussi avec la crise des migrants en Afrique et en Méditerranée orientale. Mais je considère que la dire dépassée par le néoconservatisme américain, ou que la Turquie et Erdogan à eux tout seuls auraient réussi à mettre fin au conflit, à trouver une solution négociée au conflit sans l'action des néoconservateurs, ça me semble, si je puis me permettre, vraiment exagéré.
Anna Pouvreau. Alors, oui. Alors, bon, je suis en partie d'accord avec ce qu'a dit mon interlocuteur. Par contre, là, moi, je pense que la Turquie a énormément à perdre. Alors, il y a certes des gains à court terme, avec l'irruption de ce conflit, la survenue de ce conflit en Ukraine. Par contre, vu la situation d'escalade guerrière dans laquelle on se trouve actuellement, si vous voulez, au bout du tunnel, c'est le champignon nucléaire qui nous attend. Donc, si vous voulez, la Turquie a fait énormément d'efforts. Elle comptait devenir une grande puissance mondiale. Alors, elle est déjà une grande puissance régionale. Son but était de devenir un des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, peut-être de devenir une puissance nucléaire avec l'aide de la Russie à plus long terme. Mais là, tout cela va voler en éclats, c'est-à-dire toute cette politique étrangère vis-à-vis du Moyen-Orient, vis-à-vis de l'Asie centrale, vis-à-vis du Caucase et même ses relations avec la Chine, tout cela va voler en éclats si le conflit continue à s'envenimer, si l'escalade guerrière continue. Et là, les déclarations du président Macron, qui sont vraiment très, très alarmantes, avec cette idée d'envoi de troupes au sol en Ukraine. Non, il n'a pas exclu. Il n'a pas exclu l'envoi de forces au sol en Ukraine, et c'est une grosse différence. Et ce qui est cohérent avec la position de la France, et ce qui participe à la réassurance de nos alliés, notamment en Europe de l'Est, qui craignent la Russie, et ce qui a valu à la France un alignement de plusieurs pays d'Europe de l'Est contre l'avis des USA au passage, c'est pour parler simplement, et ce qui montre que dans les faits, il n'est peut-être pas tort. Je ne suis pas du tout un grand défenseur d'Emmanuel Macron, mais force est de constater que sa position a été la bonne sur ce dossier-là et qu'elle est cohérente. D'ailleurs, je me permets de faire remarquer que depuis qu'il a rappelé à Vladimir Poutine, qui nous avait menacé de l'atome, que la France aussi dispose de ce type de matériel, dispose d'une dissuasion, la Russie est revenue à des arguments beaucoup moins belliqueux. Preuve que le dialogue stratégique est engagé, et que la France pourrait le gagner, et pourrait y gagner de l'influence en Europe de l'Est, et donc des clients, et potentiellement, parce que c'est l'objectif, sortir de la dépendance sécuritaire aux États-Unis. Ce qui est fondamental, et ce qui paradoxalement est rendu possible par l'agression russe de l'Ukraine, qui a montré à tous les velléités irrédentistes belligérantes de la Fédération de Russie. Anna Pouvreau, on comprend bien que vous pensez que donc la Turquie pourrait être un acteur majeur dans la résolution de ce conflit. Je me permets de reprendre un petit peu en main le débat. Est-ce que vous pensez que ça serait déjà une bonne chose de s'appuyer sur la Turquie, ou est-ce qu'au contraire, ce serait un pari un petit peu risqué quand on voit justement la volonté des Turcs de s'imposer sur la scène internationale au profit, bien évidemment, des peuples turcophones ? Écoutez, là, je pense qu'on a dépassé ces considérations-là, parce que la situation est d'une extrême urgence. Moi, je soutiens les exhortations à la paix de Dominique de Villepin, de Henri Guénaud, du secrétaire général des Nations Unies, et même du Saint-Père au Vatican. Là, on voit bien que la situation est en train de déraper. Et donc, toute velléité de paix est à prendre, même si elle émane de gens de dirigeants qui ont été par le passé qualifiés de déraisonnables par les Occidentaux, donc à savoir Recep Tayyip Erdogan. Tout est bon à prendre pour que la paix revienne. Et je souhaiterais mentionner que dès la fin des années... Dès 2017, par exemple, un ancien adjoint un ancien haut dirigeant militaire de l'OTAN, le général Chirev, avait préparé un livre qui s'intitulait, donc je l'avais interviewé à l'époque, 2017, guerre avec la Russie. Et finalement, l'arrivée de Trump a fait voler en éclats donc cette idée, et la guerre donc est survenue en 2022.
Donc, si vous voulez, Trump s'est montré particulièrement virulent à l'égard de la Russie, notamment au Moyen-Orient. Ça n'a pas du tout été un dirigeant. Alors actuellement, aujourd'hui, il promet un retrait de l'aide des États-Unis, à voir si ça sera fait. Mais de fait, Trump n'a pas du tout été un dirigeant aussi proche que ça de la Russie. Je me permets de le rappeler quand même. Mais pardonnez-moi. Mais enfin, je pense que les événements sont en train de s'accélérer justement. Car la réélection de Trump est possible. Donc, c'est pour cela que nous assistons à cette accélération, cette succession d'événements plus alarmants les uns que les autres. Et donc, oui, en effet, le rôle de médiateur de la Turquie serait le bienvenu. Malheureusement, je pense que la Turquie va être encore une fois empêchée dans ses velléités de négociation. Et l'Ukraine même même les promoteurs de la paix en Ukraine sont freinés. Excusez-moi, qui empêche la Turquie d'être un médiateur? La Turquie, encore récemment, a appelé les deux parties à table des négociations, ce que les deux parties n'acceptent pas forcément, dont l'Ukraine, mais également la Russie. Sauf à leurs conditions respectives. Je n'ai entendu personne qui empêchait la Turquie, en tout cas explicitement, de mener des négociations de paix. Effectivement, la Turquie irrite ses alliés en Europe, mais la Turquie a fait la démonstration ces dernières années de son manque de fiabilité et de sa, et de son rôle de compétiteur stratégique vis-à-vis des principales puissances européennes, dont la France. Je me permets encore une fois de rappeler ce qui s'est passé en Méditerranée orientale, les atteintes répétées aux souverainetés des zones économiques exclusives chypriotes et grecques, de l'occupation de la partie nord de Chypre, des confrontations directes entre les marines françaises et turques, qui a mené au déploiement du groupe aéronaval Charles de Gaulle en Méditerranée orientale en guise de démonstration de force de la part de la France. Je rappelle son chantage migratoire permanent. Je rappelle que la Turquie mène encore aujourd'hui des opérations d'influence et de déstabilisation des intérêts français, notamment dans le Sahel. Et je rappelle encore une fois que la position de la Turquie dans le conflit en Ukraine n'est pas réellement celui d'un médiateur, mais plutôt d'un promoteur du statu quo, ce qui est quand même très différent. Et qui a réussi à se positionner comme étant un incontournable dans chacun des deux camps. Et là, on peut effectivement saluer l'habilité extrême du président Erdogan, que personne ne remet en question, mais encore une fois, je veux dire, s'il s'agissait de négociations, Erdogan n'est pas un partenaire fiable. C'est un partenaire qui avance ses propres pions. Et d'ailleurs, il a bien raison. Mais qu'on ne présente pas la Turquie comme comme le grand promoteur de la paix empêché par les États-Unis ou par l'Europe. Il reste 3 minutes, Anna Pouvreau. Je vais vous donner la parole pour conclure. Effectivement, est-ce que accepter donc l'aide turque pour résoudre ce conflit, bien que ça pourrait être la priorité du moment, ça ne serait pas prendre le risque de voir d'autres conflits naître par ailleurs derrière, en donnant à la Turquie une place d'importance où finalement elle deviendrait presque incontrôlable? En fait, la Turquie, évidemment, contrôle, comme du temps de la guerre froide, le flanc sud-est de l'Alliance Atlantique. La Turquie, en nombre de troupes, est la deuxième puissance militaire après les États-Unis dans l'OTAN. Mais la Turquie n'est pas dotée de l'arme nucléaire. Et c'est la France qui, dans un souci de défense de nos intérêts nationaux et de défense de la jeunesse européenne, devrait s'arroger ce rôle de médiateur, de promoteur de la paix, et non pas la Turquie, évidemment. Mais comme la France, maintenant, s'est inscrite dans cette escalade guerrière... il n'y a pas d'escalade, il y a un dialogue stratégique. Je veux dire, encore une fois,
Excusez-moi, pardonnez-moi, je vous coupe encore une fois, mais Il reste une minute, donc très rapidement, Pierre Derbas, comme ça, Anna Pouvreau pourra conclure. Dès lors qu'on a un bélier, dès lors qu'on a une puissance qui est belligérante, voire même deux, si je vais si jamais je vais dans votre sens, il est normal de rappeler que d'autres comme la France ont des moyens militaires qui peuvent faire parler. Et c'est comme ça qu'on vient à la table des négociations. Et ça fonctionne. Anna Pouvreau, une conclusion en 30 secondes si vous y arrivez. Voilà. Il faut savoir que même la Chine, même puissance nucléaire, a échoué dans son plan en plusieurs points, son plan de paix pour l'Ukraine. Donc à partir de ce moment-là, mais je pense qu'il faut que les peuples européens aient un sursaut, et le peuple turc également, pour freiner la guerre et faire revenir tous les interlocuteurs concernés à la table des négociations. On va finir là-dessus, il est 8h25. On vous réinvitera parce que c'est un débat passionnant et qui, à mon avis, n'a pas fini d'être nourri par l'actualité. Merci beaucoup, Anna Pouvreau, d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes géopolitologue, spécialiste des mondes russes et turcs, docteur en lettres de l'Université de Paris 4 Sorbonne et diplômé de Boston University en relations internationales et études stratégiques. Merci à vous aussi, Pierre Derbès. Vous êtes diplômé de la Sorbonne Paris 4 et de l'École de guerre économique, expert en intelligence économique et spécialiste de la défense et de la sécurité internationale. Merci à tous les deux.